This meeting is being recorded. Voilà. Salut à tous, salut Jérémy. Salut toi, non? Un peu de retard, on n'a pas réussi à relancer le stream comme on fait d'habitude sur YouTube, donc il sera uploadé après. Je peux déjà répondre à la question qui va arriver dans le chat dans 15 secondes, qui va être est-ce qu'il y a un replay? Il y a toujours un replay qui est disponible sur YouTube, on le met en masqué, donc on vous envoie le lien. On vous envoie le lien par mail pour ceux qui sont inscrits sur le Zoom, donc vous le recevez dans les jours qui suivent. Vous avez accès au replay. Il n'y aura pas de slide aujourd'hui, donc il n'y a pas de doc à récupérer. On va attendre quelques secondes que les gens arrivent. Mais peut-être faire une petite intro, peut-être que tu te présentes, Jérémy, du coup, et après, je ferai une petite intro sur le contenu du webinaire du jour. Ok, c'est parti. Alors, donc je m'appelle Jérémy Guillot. Qu'est-ce que je fais? Pour faire très bref, j'accompagne tout simplement les entreprises sur LinkedIn à trouver la bonne stratégie, la mettre en place avec différents leviers, ou si les entreprises ne veulent pas déléguer, tout simplement à les former à gérer cette stratégie LinkedIn. J'ai fait court. Parfait. Ouais, c'est bien, très bien, nickel. L'idée de ce format aujourd'hui, ça va être qu'il soit assez interactif. On a pas mal de choses qu'on veut aborder, mais n'hésitez pas à poser vos questions direct dans le chat de ce que vous êtes venus chercher aussi aujourd'hui, parce qu'avec Jérémy, on a tous les deux une bonne expertise sur et la prospection, et la construction d'un réseau LinkedIn, et la construction d'une audience LinkedIn. On va aborder ces différentes thématiques. Et donc, si vous avez des questions relatives à ça ou des attentes en particulier sur ce webinaire, n'hésitez pas à les mettre direct dans le chat. Comme ça, on ajuste un petit peu ce qu'on va aborder et on essaie de vous apporter un maximum de valeur dans les 45 prochaines minutes. La thématique qu'on s'est donnée aujourd'hui avec Jérémy, en fait, on s'est rendu compte que dans les dernières années, la performance d'envoyer des invitations et des messages en masse sur LinkedIn a nettement diminué, au sens où c'est devenu une fonctionnalité commune, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui font ça. Et donc, on s'est rendu compte que de moins en moins, juste envoyer des invitations et des messages à froid, ça fonctionnait de moins en moins, et qu'il y avait besoin d'utiliser LinkedIn comme vraiment un réseau professionnel virtuel, au sens où si vous faites une soirée de réseautage, vous n'allez pas voir les gens avec votre coupe de champagne en leur disant Salut, je m'appelle Toinon et je veux te vendre Alexis, est-ce que ça t'intéresse? Voici mon Calendly. Et en fait, c'est ce que les gens aujourd'hui font sur LinkedIn et ça ne marche plus évidemment. Et donc, il y a un gros travail de construire une stratégie sur ce réseau LinkedIn où l'objectif, c'est de faire levier sur LinkedIn pour générer des ventes. Mais ça passe par un certain nombre de canaux et de leviers qui vont être le contenu, donc créer du contenu, apporter de la valeur, engager des conversations, nourrir des conversations, maintenir des relations dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui demande différents skills et qui consiste plus juste à bourriner 500 invitations par semaine en espérant que sur les 500 qu'on va envoyer, il y en a 3 ou 4 qui vont mordre. Je pense que ça fait un bon contexte. Par où tu veux commencer? On aborde… Par où? Bon, déjà, je suis d'accord avec toi. Au niveau de l'envoi d'invitations, comme on pouvait le faire il y a quelques années, les retours sont moins bons qu'avant. Avant, on pouvait envoyer un message automatisé bidon et on avait tout de suite des dizaines de réponses, donc c'était stop. Et en plus, c'était moins bloqué par LinkedIn, donc c'était un peu comment dire? C'était utopique, en fait, tout simplement. Maintenant, ça marche toujours. Moi, je trouve que ça marche quand même toujours d'aller prospecter des personnes avec un message et différentes séquences comme on fait avec Wallaxy pour nos clients. Après, c'est vrai qu'il faut compléter derrière avec d'autres actions pour avoir une stratégie 360 sur LinkedIn. Nous, ce qu'on fait, c'est principalement, effectivement, on va faire de la prospection. Mais quand le réseau il commence à se développer, on va essayer d'aller sur d'autres leviers comme de la publication et aller entretenir un peu sa communauté. Ok. Je pense que c'est intéressant qu'on commence par la prospection. Quand tu démarres avec un client, c'est quoi vos approches? C'est quoi votre logique de démarrage, un peu le process qui vous permet de trouver les bonnes approches / les bonnes personnes? Alors, la première chose, on va dire qu'on a 4 étapes. La première étape, ça va être quoi? C'est tout simplement de définir la stratégie, comprendre qui le client veut toucher, qu'est-ce qu'il veut dire à la cible, quelle est la cible, quel est le problème de la cible et quel est le bénéfice de son service. Pourquoi est-ce qu'on va contacter cette personne?
Quand on arrive à bien cerner ça, on peut passer à l'étape 2 qui est de tout simplement retranscrire tout ce qu'il nous a dit en concret. Donc, le ciblage, on va le retranscrire sur des recherches. En général, on utilise le Sales Navigator de LinkedIn. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de recherche un peu plus avancé que l'outil classique. On a une vingtaine de filtres qui sont disponibles et ça nous permet de segmenter en cibles appropriées pour derrière aller délivrer des messages pertinents. Donc ça, c'est la deuxième étape. On a défini la stratégie, ensuite on définit les cibles. Quand on a les cibles, on les valide avec le client. Si on sait qui on veut toucher, maintenant il faut savoir quoi leur dire. Donc on va avoir différents messages qu'on va aller tester et on va tester une approche un peu plus commerciale, l'autre un peu moins commerciale. Et dans la masse, on va réussir à comprendre quelle approche fonctionne la mieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que très souvent, on pense qu'une approche commerciale va moins bien fonctionner qu'une approche un peu moins commerciale. Mais parfois, sur certaines cibles, on remarque qu'une approche où on va direct dans le sujet, ça fonctionne bien. Donc, on teste et on reteste, que ce soit les ciblages, les messages, pour faire valider les datas avec les tests. C'est Et ça. quand Moi, on a j'ai tout ça, repéré des patterns sur ça entre justement, donc quand on entend approche commerciale, on va être sur, pour bien situer, l'approche commerciale, ça va être quelque chose d'assez direct, c'est-à-dire salut Jérémy, voilà, j'ai vu que tu étais une agence aujourd'hui, on a un outil qui te permet de faire de la prospection. J'imagine que ça peut être un sujet pour toi d'aller prospecter sur LinkedIn et de le faire en toute simplicité. Est-ce que ça peut t'intéresser? Voilà, je te mets le lien de mon produit. Là, on est sur une approche très commerciale où le but, c'est en général de mettre en avant le problème, la problématique qu'on résout, et derrière, assez vite, la solution, les bénéfices de la solution, et potentiellement un peu de preuve sociale en disant, bah, en fait, on est le premier outil au monde en nombre d'utilisateurs, on a bientôt 100 000 utilisateurs, c'est la solution de référence, et je pense que ça pourrait te convenir. L'approche moins commerciale, souvent, ça va être une approche plutôt ouverte, où on va être plutôt sur une question. C'est-à-dire, au lieu de te présenter mon produit, je vais dire salut Jérémy, en tant qu'agence aujourd'hui, c'est quoi ta répartition d'acquisition client? Est-ce que tu as déjà utilisé LinkedIn ou combien de pourcents ça représente de tes nouveaux clients? Et on va être dans cette début de conversation. On va chercher à engager la discussion et potentiellement, si la personne elle n'utilise pas d'outils d'automatisation, je prends mon exemple parce que ça illustre. Là, je vais pouvoir dire, ah, bah, peut-être que vous devriez tester notre solution. Ça va arriver dans un second temps. On va d'abord chercher à identifier la problématique. Et j'ai noté que plus la cible est facile à identifier et le problème est évident, plus l'approche commerciale a fonctionné. Je vous donne des exemples qui marchent très bien. Par exemple, ceux qui ont les meilleurs résultats chez nous, c'est les gestionnaires de patrimoine. Gestionnaire de patrimoine, c'est super simple. Tout ce qui est aussi fiscalité, c'est super simple. Les gars, ils vont chercher des avocats, ils vont chercher des gens qui sur le Sales Navigator, ont 10, 20 ans d'expérience. Ils vont chercher des titres LinkedIn qui montrent que les personnes ont des hauts niveaux de revenus. Et ils vont aller voir en disant bonjour Jérémy, je vois que vous avez 10, 15 ans d'expérience dans votre domaine. J'imagine que vous avez pu construire un patrimoine. Aujourd'hui, je suis spécialiste dans la gestion de patrimoine et je vais prendre en gros 10% de ce que je vous fais gagner. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en discute? Boum, calendly. Et sur ces approches-là où la cible est assez facile à identifier, en général, on a des bons résultats. Et plus la cible est floue ou plus la cible correspond à une petite partie des gens qu'on contacte parce que c'est difficile de cerner le besoin, plus on va chercher à avoir des approches ouvertes. J'ai vu des gens qui nous disaient dans le chat qui cherchaient à contacter, par exemple, les personnes de la santé pour arriver à leur vendre une formation. Effectivement, il est probable qu'il n'y ait qu'une petite partie des personnels de santé qui soient intéressés par la formation. Et donc, on va plutôt être dans une approche non commerciale et on va plutôt chercher à comprendre le besoin pour savoir si c'est la bonne personne à qui on doit s'adresser pour lui vendre le service ou en tout cas lui proposer. Sur la cible justement des infirmières, médecins, tout ce qui est dans la médecine, nous on a des clients, on a des comptes qu'on gère sur de la prospection ou sur du ads ou sur de la publication sur ce domaine. Ils sont présents, mais le problème en fait, on les trouve, mais en fait, par expérience, le problème c'est qu'ils ne se connectent pas régulièrement. Donc si on lance des campagnes sur une cible comme les médecins, il ne faut pas attendre d'avoir des résultats sur la première semaine avec plein de réponses. Et on va mettre on va envoyer plein d'invitations, plein de contacts, et derrière, ça va mettre du temps au niveau des retours, puisque les personnes ne se connectent pas autant que des directeurs marketing sur LinkedIn. Mais c'est une cible qui est facilement identifiable, en tout cas celle-ci. Clairement. Et du coup,
Donc là, tu disais, vous définissez un petit peu la cible avec le client, quelle va être la typologie de personnes qu'on va chercher à contacter. Ensuite, tu utilises les Field Navigator. Là, je te rejoins complètement, même si c'est un outil qui coûte assez cher. Aujourd'hui, pour faire une segmentation qui soit qualitative, c'est quasiment impossible de faire sans. Ne serait-ce que pour la typologie d'entreprise que vous allez contacter. Le Field Sales Navigator qui vous donne la taille d'entreprise, pour moi, c'est un des filtres les plus puissants. Et aujourd'hui, l'exemple bête, mais c'est vous cherchez à contacter des dirigeants. Sans ce filtre-là, on ne contacte pas du tout de la même manière un CEO du CAC 40 et un PDG d'une petite PME de 5 personnes dans la Creuse. Donc, cette notion de taille d'entreprise va être fondamentale. Ensuite, vous avez donc fait ce qu'on appelle un A/B test. Vous testez sur cette même cible des messages avec des approches assez directes, comme on a évoqué. Donc, on cherche tout de suite à vendre et d'autres un peu plus ouvertes à engager la discussion. Est-ce que tu as des petits exemples à nous partager sur ça, un peu plus concrets? Ouais, bon, je te rejoins sur Sales Navigator. Par contre, il y a certaines personnes, par exemple, là, par exemple, une personne qui a besoin d'aller cibler les infirmières, les médecins, Ouais. qui aura pas besoin normalement d'utiliser Sales Navigator et prendre un abonnement à plusieurs centaines d'euros. Mais c'est vrai que sur certaines cibles, l'abonnement Sales Navigator et donner quelques petites centaines d'euros à LinkedIn, c'est intéressant puisqu'on a effectivement, on va contacter, le directeur, d'une entreprise de 10 personnes, mais pas le directeur d'une entreprise de 10 000 personnes qui, très certainement, ne gèrent pas son compte. Ensuite, pour revenir à notre sujet, quand on a défini la stratégie, on a les cibles, on a les messages, on lance, on A/B test, on va tester les messages, on va tester les cibles. Dès qu'on a ces données, en général, on attend d'avoir au moins, au moins 2 semaines, un mois, donc assez de données sur chaque cible. On va dire, si on a démarché 500, entre 500 et 1000 personnes par cible, si les cibles sont importantes, c'est assez de données pour derrière savoir si la campagne elle est intéressante, elle n'est pas intéressante, quel est le retour au niveau du nombre de personnes qui se connectent, le retour au niveau du nombre de personnes qui répondent et derrière, avec le client, si les personnes qui répondent sont intéressées. C'est ça qui est l'objectif. Quand on a ça, tout simplement, on va voir, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, essayer d'optimiser, essayer de trouver des pistes, essayer si on valide qu'un message fonctionne mieux que l'autre, aller, plus vers ce message et si on voit que ça marche super bien, on continue et si ça marche très, 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 très bien, et qu'on voit qu'il y a une cible qui est assez importante, parfois, on va penser à sortir de l'approche, de Wallaxy. Donc, avec Wallaxy, on est sur une approche avec une page personnelle et aller via la page entreprise faire de la publicité. Parce qu'avec Wallaxy, on est dans de Mhm. l'hyper-segmentation. Enfin, il y a pas mal de personnes qui font des campagnes et qui segmentent peu, mais idéalement, c'est de l'hyper-segmentation. Et on Ok. ne peut pas aller toucher 10 000, 20 000, 150 000 personnes. Donc, quand on a ce besoin-là et qu'on a validé une cible avec Wallaxy, on aime bien sortir de Wallaxy et aller Ok. vers de la publicité, enfin sortir. On reste toujours avec Wallaxy sur de la prospection une par une. Et derrière, on va aller toucher les personnes en plus grosse masse avec la page entreprise et de la Je publicité propose sur que LinkedIn. sur la partie publicité, on revienne un peu plus tard dessus, Ouais, peut-être sur les tips que tu as à nous partager dessus, peut-être ouais. comment tu crées ton audience dessus, sans rentrer dans les détails techniques, mais un peu les bonnes pratiques que tu as sur LinkedIn Ads, qui est un canal de publicité assez difficile des fois. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Donc, tu nous as dit à peu près, pour tester un message, tu testes sur 500, 1000 prospects. C'est Ouais, quoi à peu près on ton aime objectif? bien. Nous, on aime bien en fait tester sur envoyer 1500 demandes de connexion par mois et pas dépasser ces quotas. Même si on peut sur des Mhm. périodes le faire envoyer plus de demandes, on aime bien rester sur 50 par jour et derrière tester sur un mois. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait et dans le temps, c'est ce qui fonctionne bien pour nous. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde, mais en tout cas, on va tester avec des centaines de clients. Ce qu'on aime bien faire, c'est tout simplement tester 2 cibles principales par mois. Donc, ça veut dire qu'on va tester 750 sur la cible A, 750 sur la cible B et derrière, on va se dire: «Sur la cible A, on a testé 2 messages. Quel message sur ces 2-là fonctionne le mieux? Sur la cible B, on a testé 2 messages. Quel message, quelle approche fonctionne la mieux?» Et Ok. derrière, après ce premier mois, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se pose, on regarde les chiffres et on analyse ce qui fonctionne le mieux. Hem Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va aller demander une demande de connexion. C'est le scénario qui est recommandé notamment sur, Wallaxy. J'ai vu que vous le mettiez bien en avant. C'est le scénario demande de connexion.
premier message quand la demande de connexion est acceptée. Et ensuite, on aime bien à J+5, J+8, faire une petite relance s'il n'y a pas eu de réponse. Ouais, Donc ça, c'est essentiel. Il faut savoir que sur LinkedIn, le parcours, quand vous acceptez une invitation, n'est pas super bien fait. Et donc, vous avez des taux de réponse. Nous, on voit statistiquement qu'on a des taux de réponse sur les notes d'invitation qui sont vraiment très, très bas et qui sont significativement meilleurs sur le premier message de relance. Donc, c'est assez important, à plus un jour, plus 2 jours après l'invitation, d'aller mettre un message de relance qui, en général, apporte des informations complémentaires. Il ne faut pas que ce soit trop long, hein, et c'est vraiment un petit follow-up. Donc, effectivement, dans les modèles qui marchent le mieux chez nous, ce qu'on constate, c'est une invitation et 2 messages aussi, qui est vraiment, pour moi, il n'y a pas besoin de faire plus complexe. Il y en a qui veulent mettre 3 messages de relance. Ce n'est pas forcément ce qu'on recommande. En tout cas, 99% des réponses sont obtenues dans les 3 premiers messages. Donc, voilà, on va être sur ce type de séquence-là qui fonctionne bien. Et du coup, c'est cool parce que tu valides ce modèle-là. Et je suis assez fan du Razor d'Occam, qui est le principe qui dit que les solutions les plus simples sont souvent les plus efficaces. Et nous, on le constate, ceux qui font des campagnes avec 3 points de touche, qui follow le profil, qui visite, puis qui envoie 7 messages, en général, ça marche moins bien. Ouais, ça c'est bien qu'on se rejoigne sur ce point-là. Moi, ça me saoule les campagnes, visiter un profil, aller follower la personne. Je trouve que C'est ça sert ça. à rien. On veut ça. On est sur de l'approche de prospection avec Wallaxy. Mhm. Donc, on va toquer à la porte des personnes, aller visiter le profil, aller follower la personne. Non, autant aller directement envoyer une demande de connexion, on tape à la porte, on envoie un premier message, un deuxième message. Après, si ça ne répond pas, nous, on conseille à nos clients et nous, on démarche aussi pour notre business, on conseille de s'arrêter là. Ça ne sert à rien de courir Mhm. à la personne avec 15 000 messages. Ce qu'on conseille plutôt, ce qu'on fait, ces listes, on les garde et derrière, à des moments clés, par exemple, les vacances, Noël, la sortie d'un nouveau produit, une activité, un e-book qui sort, une information sur la boîte, on va aller reprendre une liste qu'on avait et on va aller envoyer une information de valeur ou un petit coucou à cette liste. Je suis totalement Et d'accord là, avec on cette attend un stratégie. peu de temps. Ouais, je confirme que ça, c'est vraiment la bonne approche et on est vraiment dans la thématique du jour qui est cette notion de lead nurturing où on va évidemment avoir une majeure partie des gens qui, dans cette séquence invitation plus de messages, ne vont pas nous répondre. Et il y a un travail à se dire, OK, je te laisse tranquille. 2 mois, 3 mois, 6 mois passent et un peu plus tard, je vais te relancer, soit avec une actu sur mon business. Pour moi, le mieux, c'est tout ce qui apporte de la valeur à la personne. Donc, on va être plutôt sur, OK, quelle peut être la nouvelle problématique de cette personne et comment je peux lui résoudre via, en général, un contenu. Ça peut être intéressant à ce moment-là, effectivement, un petit e-book, un article de blog, quelque chose en disant, ah, salut Jérémy, tu ne m'as pas répondu avant, mais si jamais la prospection LinkedIn, ça revient un sujet dans ton agence, sache qu'on vient de sortir un article avec les 5 meilleures stratégies qui ont fonctionné pour nos 100 000 utilisateurs. C'est gratuit. Si tu veux jeter un œil, je te mets le lien. Là, on est sur des approches qui marchent assez bien, en tout cas qui vont venir nourrir la personne et qui potentiellement va la faire convertir beaucoup plus tard. Donc, c'est super intéressant. Après, sur là, on parlait de la stratégie globale où on définit Ouais. une stratégie, on définit les cibles, les messages, on lance tout ça. Après, on analyse les retours et on optimise. S'il y a un point qui est important, c'est tester, 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 tester au max. Même si là, on est en train de dire avec toi, non, ça fonctionne mieux, ça fonctionne moins bien. Ah, parfois, moi, il y a des situations où j'étais persuadé que ma vision des choses avait fonctionné et au final, la Mm. cible est complètement différente et ça ne fonctionne pas. Donc, Mm. il faut tester toujours pour valider et tester avec un petit volume et après, vous C'est développez la, avec c'est un la plus gros grosse volume. frustration souvent dans ce type de webinaire, c'est que les gens viennent en espérant avoir une recette miracle et en fait, malheureusement, on ne peut pas vous la donner parce qu'il n'y en a pas, parce que ça dépend de ce que vous vendez, de qui vous êtes, de à qui vous le vendez, de quand vous le vendez, de la manière avec laquelle vous le vendez et ça dépend aussi du temps en fait. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui marchent aujourd'hui qui ne marcheront plus dans 6 mois et en général, je prends l'exemple des templates de messages qui est un vrai problème parce que nous, on voit que les contenus qui marchent le mieux chez nous, c'est tout ce qui touche à des templates. Et en fait, le modèle de message, par définition, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si le modèle de message il s'est retrouvé dans un article de blog à votre disposition, c'est qu'il a déjà été tellement utilisé que quand vous allez vouloir l'utiliser, il ne fonctionne pas. Et donc, les modèles de message sont intéressants pour s'inspirer, c'est-à-dire récupérer des structures, récupérer des idées, des manières de faire
mais il faut toujours vraiment systématiquement se les approprier pour arriver à en faire une version qui soit unique et qui vous correspond et qui fasse que si la personne a déjà été contactée avec ce même modèle, elle n'a pas l'impression de recevoir 10 fois le même message. Et il faut savoir aussi que les personnes que vous contactez, souvent, elles sont très sollicitées. Elles reçoivent 5, 10, 20 messages par jour similaires. Et donc, il y a un vrai travail d'originalité et de différenciation pour arriver à être la personne qui fait le plus sens et celle à qui le prospect va répondre, en fait. Donc, il y a un vrai travail là-dessus. Et donc, je te rejoins aussi, il n'y a pas de méthode unique et ça nécessite de l'itération. J'ai vu quelqu'un qui demandait comment on fait pour prospecter quand on a très, 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 très peu de temps. Malheureusement, c'est pas possible au sens où les outils d'automatisation vous font gagner du temps sur les envois d'actions et sur le suivi, sur le monitoring. Mais derrière, c'est pour passer plus de temps à justement tester des messages, à trouver les bonnes personnes, à faire un travail de nettoyage des listes pour arriver à éliminer les prospects qui ne correspondent pas à ce que vous voulez contacter. Et donc malheureusement, si vous avez très, très, très peu de temps, moi, je vous conseille d'externaliser. Et vous avez des gens comme Jérémy qui le font aussi dont c'est le métier et qui pourront le faire à votre place. Et des fois, ça vaut le coup de mettre le budget pour ça parce que le retour sur investissement est intéressant et vous aurez des meilleurs retours sur investissement en externalisant qu'en y passant très, très, très peu de temps. Ça, c'est vraiment un conseil important aussi. Il y a un autre point que je voulais ajouter, c'est Ouais. au niveau des. Là, tu avais raison, au niveau de. Il n'y a pas de formule magique, il faut tester. Il y a quand même des choses, en tout cas, que nous, on voit qui fonctionnent mieux que d'autres. La première chose, c'est de ne pas rester longtemps sur LinkedIn. Dès que la personne elle a répondu, elle a répondu au message et de la sortir tout de suite de LinkedIn. Nous, par exemple, pour mon business, nous, on va prospecter. Dès qu'il y a un intérêt, on essaye d'aller vers un rapid call de 1/4 d'heure, 20 minutes avec la personne et sortir tout de suite la personne de LinkedIn, de ne pas la garder. Puisqu'on est devant l'ordinateur, la personne elle répond. Ce qu'il faut, c'est essayer de rendre l'échange le plus authentique possible. Bon, on est toujours en face à face devant un ordi, mais c'est un peu plus authentique qu'échanger avec une photo de profil sur LinkedIn. Donc, quelque chose qui marche bien, c'est de sortir très rapidement les personnes de LinkedIn sans forcer et envoyer dans le premier message un calendrier, un rendez-vous, alors que la personne n'a pas répondu oui et n'a pas suscité un intérêt. Donc, dès que la personne elle suscite de l'intérêt, on les sort de LinkedIn. Ça, c'est ce qui fonctionne le mieux au niveau de la conversion derrière pour nos clients et pour nous. Ce n'est pas une formule magique, il faut la tester, mais en tout cas, c'est ma recommandation. Ouais, je suis complètement d'accord. Et tu vas plutôt chercher à cibler sur le long terme ceux qui t'ont pas répondu. Je regarde juste peut-être si on a d'autres questions sur vraiment la prospection. Si vous avez des questions vraiment sur la prospection, parce que l'idée, c'est aussi de parler un petit peu après du contenu, de comment on utilise aussi la publication LinkedIn pour aller chercher des prospects qui ne nous répondent pas, mais qui sont dans notre réseau. Et pareil pour la publicité, donc le contenu et la publicité. Mais peut-être que s'il y a des gens qui ont des questions d'abord sur la prospection, enfin, on pourra revenir. J'ai un petit peu, donc il y a des questions un petit peu sur le Sales Navigator. Euh, le Sales Navigator est un outil complémentaire à vos outils d'automatisation, c'est-à-dire que l'outil d'automatisation vient automatiser la prospection, alors que le Sales Navigator est un outil de segmentation. Il vient vous aider à faire des listes de qualité qui font que la performance de l'outil d'automatisation sera meilleure parce que vous allez contacter des personnes qui correspondent à votre cible et pas des personnes qui ne correspondent pas. Et nous, on a noté dans les statistiques que sur une recherche LinkedIn standard, si vous n'êtes pas, disons que si vous ne suivez pas les grands bons principes, vous avez 50% des gens qui ne correspondent pas à ce que vous voulez cibler. Donc, si vous cherchez des dirigeants dans une industrie donnée sur une recherche standard et que vous parcourez les pages de recherche, autour de la 30e, 40e page de recherche, vous allez vous rendre compte que vous avez des étudiants, des coachs, des assistants, et vous n'êtes plus du tout dans votre cible. Et le problème, c'est que quand on fait cette recherche LinkedIn, les premiers résultats sont les bons. Donc, on se dit, ah, bah, les 10 premiers sont bons, toute ma liste, elle est bonne, allez, c'est parti, je vais contacter les 1000 résultats. Et en fait, on se rend compte que passer les 200, 300 premiers, on a une perte significative de qualité. Et donc, un travail là-dessus à arriver à bien identifier ces profils-là et à les supprimer. Soit directement dans la recherche en utilisant des opérateurs booléens, ce qui peut être un peu technique, soit dans votre outil d'automatisation. Sur Wallaxy et sur tous les autres outils, vous avez des filtres qui vont vous permettre d'exclure des typologies de profils, de resegmenter en cherchant par titre, par localisation, potentiellement d'utiliser des tags. Moi, je recommande vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de passer un peu de temps à nettoyer ces listes, c'est-à-dire scroller les profils. Lui, je vais le taguer comme ça parce que c'est un profil qui m'intéresse en particulier. Et ça va vous permettre un petit peu de gérer vos listes et potentiellement de les emmener dans des campagnes qui sont précises. Pareil, quand les gens répondent,
On a sorti il n'y a pas longtemps la fonctionnalité Inbox que je trouve vraiment puissante pour ça. C'est qu'une fois que le prospect vous a répondu, vous pouvez lui ajouter des tags depuis la messagerie qui est intégrée à Wallaxy. Et donc, vous allez pouvoir surconstruire vos listes ou vous dire, OK, cette personne, elle me dit, je ne suis pas intéressé pour le moment, ben, je vais la relancer avec un petit contenu dans 6 mois, je la tag ou je programme une relance. Et comme ça, dans 6 mois, je suis sûr qu'elle reçoit ce contenu-là. Et ça, c'est assez puissant et on rentre vraiment dans cette notion de lead nurturing. C'est-à-dire, j'ai des prospects qui sont ils sont pas super chauds tout de suite, c'est pas le bon moment, la problématique est pas bien claire, mais je vais revenir un peu plus tard pour leur remettre une petite info qui va peut-être permettre de les convertir. Une petite piqûre de rappel. C'est ça. Nous, ce qu'on fait quand on fait les recherches, si elles sont, que ce soit sur le Sales Navigator ou avec, la recherche classique, il y a plein de personnes qui ont pas besoin d'aller, vers un abonnement premium, pour faire des recherches. Ça dépend de votre ciblage, comme disait Ouais, Toano. Je bien sûr. préfère le rappeler, hein, parce que j'ai déjà Oui, vu oui, oui. j'ai déjà fait des formations dans des boîtes qui ont passé une dizaine de personnes, sur Sales Navigator avec un abonnement sur 1 an. Ça fait, enfin, des dizaines de milliers d'euros de dépensés alors que personne n'avait besoin du Sales Navigator. Mais ce qui est important, c'est la Non, tu veux segmentation préciser. et derrière, on exclut, avec Sales Navigator ou sur la recherche classique, on fait des exclusions et derrière, il y a quelque chose qui est pas mal, qui est sur Wallaxy, c'est de pouvoir, extraire la liste de LinkedIn et après l'extraire sur un fichier Excel et parfois, je trouve ça plus simple d'aller, directement, envoyer le fichier, Excel à mon client et de checker ensemble et d'avoir un retour et de supprimer les lignes qui ne sont pas pertinentes, que aller tester, qu'aller voir sur Wallaxy. Donc c'est un truc que je trouve génial ça, de pouvoir, sortir le fichier Excel et derrière aller, l'envoyer à la personne en charge et filtrer, les bonnes personnes et les mauvaises personnes directement sur le fichier. Complètement, je te rejoins complètement. C'est quelque chose qui est assez puissant. Il y a des questions sur. Alors, ouais, il y a plein de questions, c'est cool. En vrai, je pense qu'on va rester un peu de temps sur la prospection parce que c'est ce Mmh. que les gens ont l'air vraiment de chercher ici aujourd'hui. Euh, c'est qu'est-ce qu'il faut absolument éviter dans les messages de prospection? Est-ce que toi, tu as des erreurs types qu'il faut éviter, à défaut d'avoir des conseils généraux sur ce qu'il faut faire? Je pense que ça s'applique mieux qu'il y a il y a des conseils généraux sur ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que ça c'est assez vrai. Deux, trois Mettre le nom de partager. famille mettre le nom de famille, par exemple, pour la bonne pratique sur LinkedIn, c'est le vouvoiement et prendre le prénom. Après, c'est Ouais. une bonne pratique, ça ne veut pas dire que c'est bon pour chaque personne. Le nom de famille, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont trier à la main, homme, femme et qui derrière vont aller mettre la variable nom de famille. Nous, on ne prend pas le temps de faire ça, on aborde tout de suite les personnes avec le prénom. On trouve que c'est la bonne manière d'aborder les personnes et ça met un peu de proximité. On a rarement des retours, enfin, on a eu peut-être, Mm. sur les 3-4 dernières années, j'ai peut-être eu, 2 retours de personnes qui m'ont dit, de les appeler par leur nom de famille. En tout cas, on les voit. Les erreurs qu'on voit souvent, moi, ce que j'aime pas comme approche, quand on Juste, je m'approche, me permets, attends 2 secondes ouais. de t'arrêter sur. Il y a quelqu'un qui demandait justement tout à l'heure quel était un cas d'usage justement des tags dans Wallaxy. Ben, ça, c'est un super cas d'usage. Si vous Mmh. voulez cibler, par exemple, vous voulez que votre message il soit genré et que du coup il soit avec le bon genre. Par exemple, évitez absolument le monsieur/madame. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire puisque on voit tout de suite que c'est un message qui n'est pas personnalisé puisque si vous n'avez pas pris le temps de vérifier si j'étais un homme ou une femme, tout de suite on voit que le message il m'est pas adressé personnellement. Donc, je vais être beaucoup moins enclin à répondre. Et donc, un des bons cas d'usage, par exemple, ça peut être de passer vos listes et de taguer tous les hommes en hommes. Et comme ça, après, vous allez faire 2 messages différents avec 2 campagnes différentes et dans lesquelles vous pourrez avoir hommes et femmes et vous pourrez accorder les verbes, mettre monsieur ou mettre madame si vous souhaitez le faire. Et ça, c'est un bon cas d'usage qui va permettre de segmenter un peu mieux la liste. Mais moi, je préfère simplifier la chose et appeler par le prénom les Oui, moi personnes. aussi. Hem Et par contre, moi, je tutoie pas. Je sais qu'il y a des personnes qui abordent en tutoyant. Moi, dans mon business, je trouve pas ça pertinent. Le tutoiement, il arrive très rapidement après, avec certaines personnes, mais ça bloque parfois certaines fonctions, certaines personnes, dans certains milieux qui aiment pas le tutoiement. Et moi, je me sens pas à l'aise avec ça. Donc après, il faut que ça matche aussi avec votre personnalité. Moi, je me sens pas à l'aise de tutoyer tout de suite la personne. Donc j'aborde toujours avec un vouvoiement, par contre avec le prénom de la personne. À vous d'adapter avec votre personnalité. C'est pareil, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de vérité générale sur le tutoiement. Je te rejoins sur si vous voulez être plutôt soft et pas vous prendre trop de gens qui vont s'énerver contre vous, le vouvoiement est plus d'usage. Par contre, sur certaines cibles, vous aurez des bien meilleures performances sur le tutoiement.
En général, en recrutement, si vous recrutez des jeunes profils, ça marche beaucoup mieux. L'approche recrutement est un peu différente de l'approche commerciale. En approche recrutement sur LinkedIn, on va être dans une ambiance souvent un peu plus familière. Je suis le recruteur, je viens t'aider à trouver un job. On est sur une approche où le tutoiement se prête beaucoup mieux et on a des meilleurs taux de conversion là-dessus. Pareil, en général, plus votre message est cordial, plus on voit que c'est automatisé. Et donc, il y a des fois des approches de se dire, OK, comment j'aurais envoyé le message si je l'ai envoyé juste à cette personne? Et on va pouvoir, par exemple, on va pouvoir oublier une majuscule, éviter un point à une phrase. On n'est pas en train d'écrire un email, on est en train d'écrire un message sur un chat. Et donc, il y a des petits trucs comme ça, des petites techniques qui peuvent faire qu'il y a certains prospects qui ne vont pas être réceptifs. Donc, c'est sûr que si vous ciblez les dirigeants de grandes entreprises de plus de 50 ans, il va falloir être dans des approches plutôt cordiales, même si c'est un peu cliché, en général, ça va être ça. Et sur des profils plus jeunes, des profils en start-up, vous allez avoir des meilleurs résultats si vous êtes sur une approche un peu de tutoiement ou sur une approche, en tout cas, un peu plus familière et moins structurée. C'est pareil, moi, dans les conseils, des choses à éviter, on ne met pas de signature dans un message LinkedIn. Ce n'est pas un email. Pour moi, signer avec son numéro de téléphone, son Calendly, son adresse, son SIRET, ça n'a pas de sens. Et même signer tout court, en fait, si vous envoyez un SMS à quelqu'un, vous signez rarement. Donc, ça n'a pas forcément de sens dans cette approche un peu de réseau social et de messagerie. Je ne sais pas ce que tu en penses pour la signature, si toi tu l'utilises ou pas. Euh, Moi, j'utilise pas, mais on a certains clients qui veulent vraiment le mettre. Donc, on essaye de les orienter vers la signature la plus courte possible, juste avec le prénom. Ou à la rigueur, on l'utilise pour rappeler le titre de la personne. Quand on gère principalement des comptes de dirigeants. Donc, on va mettre toi non, CEO Alaxi. Si on l'a pas mis avant, on trouvait que c'était pas pertinent de le mettre dans le corps de message. On va le mettre plus tard. Il y a Ok. une approche, moi, que j'aime pas qu'on me fasse, c'est l'approche «Bonjour, j'ai vu votre page et j'aimerais en savoir un peu plus sur votre business». Ça, je la déteste quand on m'envoie ça, parce que je sais que c'est faux. J'aime pas non plus quand on m'envoie Votre profil est «Bonjour, j'ai apparu. vu». Ouais, ou des personnes qui commencent à trop vouloir engager des discussions. Je sais que l'objectif, c'est un réseau social, il faut engager des discussions. Hem Mais moi, ça me saoule quand les personnes essayent trop d'engager des Oui. discussions et derrière, enfin, voilà, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime bien quand c'est du concret, hein, voilà, j'ai ça, j'ai ce produit, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non, et on avance. Mais je sais que ce qui fonctionne le mieux, c'est d'engager la discussion, s'intéresser à son Ça va vraiment prospect. dépendre. Ça va vraiment dépendre au sens où ça dépend quelle métrique tu cherches à optimiser. Le taux de réponse est une métrique intéressante et tu auras des bien meilleurs taux de réponse si tu es vraiment dans des trucs hyper ouverts, comme des Mmh. approches très ouvertes. Mais le problème de ça, c'est que derrière, si tu veux vendre, tu te retrouves souvent dans une situation où le but, c'est pas non plus de poser une question ouverte, puis derrière de dire, ah bah salut, j'ai mon produit. Et donc, quand dans cette approche ouverte, souvent, c'est beaucoup plus dur de ramener à une vente. Et donc, des fois, il faut privilégier des taux de réponse qui sont un petit peu, des taux de réponse oui, qui sont un peu inférieurs en allant sur des approches un peu plus concrètes. Mmh. Parce que oui, vous pouvez lui demander ces 3 conseils pour être heureux dans la vie, mais bon, si vous vendez un outil de marketing automation, ça n'a pas trop de sens. Donc, vous allez avoir des bons taux de réponse, mais derrière, pour ramener votre prospect à la vente, ça va être quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Mmh. Donc, je suis assez partisan des choses assez concrètes. Et ce qui marche très bien, par contre, d'essayer de comprendre les problématiques du prospect. Et on se rend compte que si vous arrivez avec une approche en disant, voilà, j'ai remarqué que la plupart des agences avaient des problématiques dans leur acquisition aujourd'hui et que LinkedIn pouvait être un bon réseau, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez et sinon, pourquoi? Euh, Là, souvent, on a des taux qui sont intéressants, on engage la discussion. Ça permet aussi de mieux comprendre qui sont les personnes, surtout quand vous démarrez votre prospection. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez des gens une typologie de profil qui sont particulièrement réceptifs à cette approche-là ou qui ont particulièrement cette problématique et ça va vous permettre d'affiner après votre cible. Une fois de plus, c'est toujours difficile de donner des conseils généraux, mais cette approche de comprendre sincèrement la problématique que vous résolvez, comment elle est gérée par votre client en n'essayant pas tout de suite de pousser votre produit, mais en essayant de comprendre, ça va vous donner aussi de la data que vous allez pouvoir réutiliser pour affiner vos campagnes dans le futur. C'est ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, l'approche en tout cas que moi je fais, j'essaie d'engager la discussion
mais pas trop tourner autour, en fait, de dire quand même Oui, quel est l'objectif de la discussion. C'est ça, en fait, un mix entre les 2. Juste, je vais enlever, je t'ai dit qu'il pleuvait à fond. Nous, on est basé à Lisbonne, nous, au Portugal, et là, le soleil, il s'est levé, il a décidé de se mettre, sur mon visage, donc je vais juste changer, enlever fermer le rideau parce que sinon, je ça vais être marche. ébloui, hein. J'arrive. Et c'est pas grave, il y a plein de questions. Moi, je peux broder en même temps. Il y avait une question sur les opérateurs booléens. C'est quelque chose qui peut être assez technique à maîtriser. On a un article sur le blog, il faudrait que je vous le partage. Les opérateurs booléens, l'idée, c'est d'utiliser du or ou not ou and, donc des mots en anglais pour faire ou, et ou non. Et ça va vous permettre de jouer sur les profils qui sont dans votre recherche. Exemple tout bête, vous souhaitez cibler des dirigeants. En fait, dirigeants, vous avez des gens qui ont mis PDG, des gens qui ont mis CEO, des gens qui ont mis gérant, des gens qui ont mis dirigeant, vice-président. Et donc, vous allez utiliser les or en mettant dirigeant, or dirigeante, or gérant, or PDG, or président. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte aussi que vous avez des gens qui ont dans leur poste j'aide les dirigeants A. Donc, vous allez dire, ah ben eux, je ne les veux pas. Donc, vous allez parcourir un peu vos recherches, vos pages de recherche. Vous allez avoir des gens qui sont assistants CEO. En fait, vous ne voulez pas ces profils-là. Vous allez avoir des gens qui sont des fois étudiants. Les étudiants, il y en a tout le temps dans vos recherches LinkedIn. Et là, vous allez utiliser le note pour faire note étudiant, note étudiante, note assistant. C'est un petit peu rébarbatif à faire, mais c'est particulièrement efficace parce que vous allez enlever ces 20-30% de profils qui n'ont rien à voir avec ceux que vous voulez contacter, mais qui, par les informations qu'ils ont saisies sur LinkedIn, semblent correspondre aux gens, en tout cas, rentrent dans les résultats de recherche. C'est difficile à expliquer sans le rendre visuel, mais du coup, les notes vont très bien fonctionner, les opérateurs booléens vont très bien fonctionner, surtout sur les titres. Donc, si vous parlez, là, je vois note anglais, effectivement, dans la langue, ça va assez peu fonctionner. Là où vraiment ça marche bien, c'est sur le champ titre sur LinkedIn, où là, vous allez vraiment être capable d'affiner le filtre. En sachant que si vous avez peur, une fois de plus, de maîtriser ces opérateurs booléens, sur 16 navigateurs, vous n'avez pas besoin de les maîtriser et vous avez le filtre Mmh. inclure-exclure, ce qui va vous permettre plus facilement de faire des exclusions et des ou. Et c'est aussi pour ça qu'on recommande le 16 navigateur. Et je me permets d'ailleurs un petit truc sur le 16 navigateur. Sachez que vous avez un mois gratuit. Donc, quand vous démarrez l'essai, en fait, avec votre mois gratuit, vous pouvez déjà faire un paquet de listes que vous allez importer dans votre outil d'automatisation. Et donc, déjà, avec un mois gratuit, si vous travaillez bien sur votre segmentation, vous pouvez déjà vous faire des listes de 10 000, 15 000 prospects. Et derrière, ça vous laisse du temps pour prospecter. Et si ça marche pour vous, tous les 6 mois, vous reprenez un mois d'abonnement, vous refaites vos listes et vous pouvez recommencer. Ça marche assez bien. Ça dépend si vous avez des cibles qui changent souvent de job ou pas. Mais en général, tous les 3-6 mois, ça marche bien. Et autre tips aussi, si vous avez plusieurs personnes dans votre équipe, avec des outils comme Walaxy, vous pouvez avoir un compte 16 navigateurs et vous allez faire vos listes dessus et importer dans un autre compte Walaxy. Et donc, vous allez pouvoir construire des listes pour plusieurs profils Walaxy avec un seul compte 16 navigateurs. Et ça vous permet d'avoir une seule licence pour plusieurs comptes. Et nous, on fait ça, on a 90 comptes et on a 3 licences. Ça nous permet de mettre des prospects dans toutes les listes. Donc, ça marche assez bien. Ouais, nous, on utilise ça aussi. On a un compte Sales Navigator qu'on utilise pour tous nos clients et comme ça, nos clients n'ont pas besoin de prendre le compte Sales Navigator. C'est ça. J'ai vu aussi une question une affirmation de Fatoumata en disant que, je ne sais pas si tu l'as traité Non, pendant que je non. fermais mon rideau, mais elle disait que la prospection sur LinkedIn fonctionnait moins bien vu qu'il y a pas mal de monde qui le faisait. Et moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Je dirais que la prospection sur LinkedIn qui est mal faite, elle fonctionne moins bien maintenant, Ouais. alors qu'avant, même quand elle était mal faite, elle fonctionnait bien. Donc, si on essaye en fait, c'est un outil, en fait. L'automatisation, là, quand on parle de Wallaxy, c'est un outil pour gagner du temps. L'objectif, enfin moi, c'est comme ça que je vois mon business, c'est de passer le moins de temps possible et d'avoir le maximum de résultats. Et c'est l'objectif c'est pour ça qu'on bosse, nous, avec Wallaxy ou avec d'autres outils d'automatisation, c'est pour gagner du temps. Mais derrière, c'est pas pour perdre en qualité. Donc, si les messages ils sont bien pensés et qu'on n'a pas l'impression ça vient d'un outil d'automatisation, les taux de réponse sont top. Il faut juste bien adapter les messages et pas faire des messages qui sont complètement grillés dès la réception. Je suis complètement d'accord. C'est un vrai problème. Les gens ont pensé qu'avec les outils d'automatisation, ça permettait d'un seul coup d'en prospecter plein de gens et qu'on allait avoir plein de résultats. Alors qu'en fait, l'outil d'automatisation vient simplifier une partie du processus qui est d'envoyer les invitations et de faire les relances par message.
pour gagner du temps sur les process de rédaction des messages et de segmentation, et pour justement, ça fonctionne bien si les bases, c'est-à-dire le copywriting du message et la partie segmentation, sont qualitatives. Et si vous êtes sur des bases mauvaises, en fait, vous aurez juste des résultats, vous allez juste prospecter plus de monde, mais avec une mauvaise stratégie, et donc vous aurez de mauvais résultats. Donc oui, je confirme que c'est vraiment, la prospection marche moins bien si vous envoyez juste des messages en disant salut, je veux te vendre un truc à la mauvaise personne. Et du coup, il y a une question sur le bon taux de réponse. C'est difficile à donner, ça dépend des secteurs. Moi, aujourd'hui, je considère que dans une campagne Wallaxy, si votre taux de réponse il est en dessous de 20%, c'est assez faible. Entre 20 et 30, c'est correct. Au-dessus de 30%, c'est des bons taux. Je ne sais pas si c'est les ordres de grandeur que tu donnes aussi ou Ouais, si tu nous, donnes c'est des ça, bons hein. taux. C'est ça. On aime bien être. On n'aime pas du tout quand on est en dessous de 20%. Après, nous, notre benchmark, il est plutôt sur les clients qu'on a. Et pourtant, on bosse les messages. On est autour de 20-30% en fait, en général, sur la masse. On a des personnes qui sont à 70%. On a des personnes qui sont à 15%. Mais un benchmark, en général, c'est 20-30% d'acceptation des taux de connexion. Et le taux de réponse, ça varie énormément en fait, donc c'est compliqué de donner un bon taux de réponse, mais nous, on varie entre 15 et 40% de taux de réponse sur les campagnes qu'on a. Et après, c'est quoi un beau taux de réponse? En fait, c'est juste un taux de réponse qui vous satisfait. On a des clients qui vont avoir un taux de réponse de 5%, mais derrière, ces clients vendent un produit à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc derrière, avoir quelques leads par mois, ça suffit. D'autres clients vont vendre, d'autres business vont vendre des produits à 40 euros. Donc avoir juste un taux de réponse à 5%, c'est pas top. Donc il faut avoir un taux de réponse un peu plus élevé. Ça a vraiment un rapport avec chaque cas et avec votre business au niveau des résultats. Clairement. Et on parle bien ici du taux de réponse au message LinkedIn. Il y a eu plusieurs questions sur les emails qu'on n'a pas abordées. Peut-être tu vas aborder le sujet de l'emailing. L'emailing, alors nous, on est plus sur la partie LinkedIn Ouais, justement, en fait, au niveau des. c'était plus pour dire que justement, aujourd'hui, pour moi, la partie emailing est beaucoup plus dure à maîtriser et les taux sont beaucoup moins bons. Et c'est vraiment un art, c'est-à-dire que LinkedIn, il y a encore un créneau où vous pouvez faire des choses un peu approximatives, ça marche. L'emailing, c'est devenu très, très, très exigeant, autant dans la segmentation, dans la récupération des bons emails, dans la configuration technique qui vous permet de ne pas passer en spam et dans le copywriting. Et donc, aujourd'hui, si on prend les moyennes, on est sur des taux qui sont quasiment 10 fois inférieurs en taux de réponse en emailing. Donc, évidemment, si vous trouvez une grosse base d'emails, vous pouvez spammer la terre entière et avoir plus de réponses en valeur absolue, mais ça va être toujours moins qualitatif. Et aujourd'hui, le cold email est devenu beaucoup plus exigeant de par aussi tous les fournisseurs d'email, enfin les fournisseurs de boîtes mail qui ont mis énormément de sécurité sur le spam. Et donc, pour commencer, en tout cas, LinkedIn est beaucoup plus accessible, autant techniquement parlant que dans la facilité à trouver les bonnes personnes et à mettre en place les campagnes. Et on ne s'aventurera pas, je pense, aujourd'hui sur le sujet du cold email, qui n'est pas un sujet d'expertise pour ni toi ni moi. Mais c'est Mhm. important, je pense qu'il y a plusieurs questions sur ce sujet-là. Donc après, voilà, il y en a qui utilisent l'email plutôt en point de touche supplémentaire avec une petite relance par email en plus d'une séquence LinkedIn. Ça se fait. C'est pas, et ça va pas changer fondamentalement les choses. Et il y a plus d'intérêt pour moi à travailler sur la segmentation. Ouais, nous, juste, enfin, l'expérience de notre côté, l'emailing, on peut l'utiliser, on l'a utilisé en dernier point de touche. Donc, si la personne n'a pas répondu au précédent message, mais elle est déjà rentrée dans le réseau. Après, au niveau des retours, au niveau des campagnes call mailing ou sur LinkedIn, on a toujours des meilleurs retours sur LinkedIn. Et pour moi, la raison elle est simple. LinkedIn, c'est vu comme un Facebook pro. Donc, on a son image. On n'est pas une simple adresse email. Et quand on est démarché, on a un peu ce côté, je sais pas, d'ego, ou je sais pas comment tu veux l'appeler. Mais on va répondre aux personnes. On va être plus enclin à répondre qu'à les mettre dans les spams, le message. Donc, les retours, en tout cas, moi, mon expérience personnelle, sont bien meilleurs sur LinkedIn et c'est pour ça qu'on reste, pour la plupart de nos clients sur du LinkedIn. Et après, s'il y a d'autres stratégies à mettre en place avec des listes existantes, d'emailing,
on peut les mettre en place, mais c'est pas notre expertise d'envoyer 15 000 emails pour chauffer une liste et derrière convertir via emailing. Ouais, et ça me permet de faire la transition vers une autre question qui est comment améliorer son taux d'acceptation, qui est un sujet aussi et qui passe pour moi beaucoup par le profil LinkedIn. Ouais. Arriver à bien optimiser son profil LinkedIn et en faire une vraie page de vente personnelle. Toi, tu as quelques bonnes pratiques là-dessus à partager? Ouais, déjà mettre sa photo de profil visible pour tout le monde, première chose. Pas mettre une photo de profil à la plage en slip. J'ai déjà eu un cas d'un commercial qui était il était pas en slip, hein, mais il était torse nu à la plage avec un chapeau. C'est pas top comme image lorsqu'on veut représenter l'entreprise. Donc avoir une belle photo de profil, une belle bannière, dire clairement quel est son poste, sa proposition de valeur dans le titre, avoir une partie information remplie, bien remplir le profil tout simplement. Bien remplir le profil pour comprendre la valeur qu'a ces personnes qui contactent. Mm. Et bien penser qu'un profil LinkedIn, c'est une page de vente et il doit servir à un cas spécifique. Et vous n'allez pas avoir le même profil si vous êtes en train de chercher un taf, si vous êtes en train de vendre ou si vous êtes en train de recruter. Et c'est important que votre profil il puisse bouger dans le temps aussi. C'est-à-dire que justement, vous êtes recruteur, mais vous voulez changer de job, votre profil LinkedIn devient un CV public dans lequel vous allez mettre en avant vos compétences de recruteur et donc vous allez chercher à être recruté. Et demain, quand vous allez recruter, votre profil, il sert plus à vendre votre CV. Il sert à vendre l'entreprise ou le service que vous proposez, en tout cas aux candidats. Et donc, vous allez construire votre profil pour mettre en avant les valeurs clés qui vont faire que ça va convertir. Donc, c'est assez important de structurer son profil en fonction de son objectif. Et pareil, quand on cherche à vendre, c'est bien parler de la problématique, de la valeur qu'on apporte, avoir de la preuve sociale. Donc, si vous avez des gros clients ou des métriques intéressantes, c'est toujours intéressant de les mettre en avant dans votre profil. Une bannière LinkedIn assez jolie avec une proposition de valeur ou un problème qu'on résout, c'est toujours bien aussi, parce que c'est la première chose qu'on voit. Et un titre LinkedIn qui soit évocateur. Évidemment, voilà, mettre commercial sur son profil, c'est pareil, une super idée. Si vous êtes en train de vendre un service, j'en sais rien, de digital, de publicité en ligne, vous n'allez pas mettre commercial à publicité en ligne. Non, vous allez mettre j'aide les entreprises à avoir de la visibilité sur le web grâce à la publicité en ligne. Et donc, vous allez mettre en avant votre proposition de valeur et pas ce que vous faites dans l'entreprise, parce qu'on s'en fout en fait. Et ça va être les premières choses qui vont être vues quand vous allez envoyer une invitation. Quand vous allez envoyer une invitation, on a votre nom, votre photo et votre titre. Donc, ces trois éléments, ils sont vraiment clés pour votre conversion et votre taux d'acceptation. Tu as bien résumé là. Ouais, je fais des petits résumés. Et moi, j'aime bien avoir le petit côté j'aime bien utiliser les recommandations sur LinkedIn. Aussi, c'est un point qui est souvent et un peu sous-estimé. Pourquoi? Parce que dès que j'ai un prospect sur LinkedIn que j'arrive à avoir en call, bah, je peux lui dire allez voir sur mon profil LinkedIn la partie recommandations. Et c'est souvent, la personne va avoir des vrais profils en fait. Et dire j'ai bossé avec cette personne, j'ai bossé avec cette personne, c'est différent de laisser le prospect aller sur son profil et aller voir la partie recommandation. Donc ça, c'est une partie que j'aime bien aussi utiliser. Et si vous pouvez demander quelques recommandations à des clients, des anciens clients, vos potes, enfin, ça ne fonctionne pas, mais avec quelques personnes qui peuvent vous recommander sur vos compétences, c'est top. Une fois de plus, ça dépend aussi de votre activité. Par exemple, moi, je fais du logiciel, donc ça n'a pas trop de sens d'avoir des gens qui me recommandent parce qu'on fait du logiciel en libre service. Par contre, je vais plutôt mettre les avis qu'on a sur les différentes plateformes et le nombre d'utilisateurs qui vont plutôt être ma méthode de recommandation sur mon profil. Et donc, il faut aussi utiliser les leviers qui correspondent à votre activité. Et effectivement, si vous êtes plutôt sur du service, la recommandation de clients sur le profil, c'est vraiment intéressant. Ça vraiment des vrais profils qui ont pris le temps d'écrire un avis sur ce que vous faites. Vraiment, ça donne de la valeur et de la confiance. Et là, vous êtes à cette étape où vous contactez une personne à froid et vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui lui dit que vous êtes la bonne personne pour travailler avec vous, pas pour travailler avec elle? Si vous avez cette recommandation-là, c'est un vrai levier de conversion et de confiance qui va renforcer vos chances de closer derrière et d'éviter aussi que la personne aille voir potentiellement les autres concurrents sur le marché. Je te mettrai une recommandation si tu veux, toi non. Ça marche. J'essaie de reprendre quelques questions. On avait pas mal de questions.
Quels sont les bons KPI d'une campagne? Donc, effectivement, on a parlé du taux de réponse. Aujourd'hui, vous pouvez les suivre sur les différentes campagnes de Wallaxy. Donc, si vous faites différentes campagnes avec vos tests, vous avez des analytics pour chaque campagne. Donc, vous pouvez suivre ça. Dans les taux d'acceptation, aujourd'hui, on tourne c'est pareil, c'est très large, ça va entre 20 et 50%. En dessous de 20, c'est faible pour moi. Au-dessus de 30, c'est bien. Au-dessus de 50, c'est vraiment très bon. Ça va aussi dépendre des approches que vous avez. C'est peut-être l'occasion de reparler un peu des approches. Moi, j'ai quelques petits trucs que j'aime bien faire, que je trouve originaux, qui marchent bien. Peut-être tu en as aussi, sur la manière de construire le message, justement pour qu'il ait l'air pas automatisé. Tu as deux, trois trucs, toi, en plus des mauvaises pratiques qu'on va tout en Je parler tout à l'heure. vais J'essaie de segmenter au maximum en fait Ouais, les cibles. Donc, tout simplement, les segmenter avec des variables, comme, la ville, le titre de job, l'industrie, enfin plein de variables qui sont faciles à segmenter ouais. via la recherche LinkedIn et qu'on peut rappeler dans le message et qui donne l'impression qu'on s'est intéressé à la personne. Hmm. L'autre chose aussi, bah, c'est mettre le nom de l'entreprise. Ça, c'est une variable qui est qui est sur, que sur Wallaxy, qui est disponible, bah, mettre le nom de l'entreprise, ça apporte toujours un petit plus, auprès des personnes. Ouais, et ça revient à ce que demandait quelqu'un tout à l'heure sur les tags. Effectivement, vous pouvez utiliser les tags pour cibler par ville ou bien organiser vos listes pour avoir une liste, telle personne à Lyon, telle personne à Paris. Et un bon message, c'est un message qui parle à la personne que vous contactez. Et donc, plus la personne est précise et vous savez qui c'est dans votre liste, plus vous aurez un message qui sera pertinent. Il y a deux, trois trucs aussi pour faire en sorte que la personne ne se rende pas compte que c'est automatique. On a parlé des signatures qu'il ne faut pas mettre. Les messages trop longs, ça ne marche pas. Nous, on note que les taux de réponse sont 2 fois meilleurs sur des messages inférieurs à 300 caractères, donc la taille d'une note d'invitation, par rapport à des messages qui font plus de 1000. Une fois de plus, le taux de réponse n'est pas toujours l'objectif ultime, mais c'est intéressant en tout cas. En général, quand vous avez des messages trop longs, la personne ne lit pas. Ça veut dire que vous racontez votre vie. Moi, j'aime bien dire s'il y a plus de 3 fois je dans le message, c'est que tu parles trop de toi et potentiellement tu ne t'intéresses pas assez à la problématique de la personne. Et donc, il y a un taf à revoir. Ça peut être un peu extrême selon les techniques que vous utilisez, mais c'est une idée à avoir en tête que Mmh. si votre message est trop long et parle trop de vous, n'oubliez pas que la personne ne vous connaît pas. Donc, en fait, elle s'en fiche un peu de vous. Elle veut savoir ce que vous voulez ce que vous lui voulez. Et c'est pour présenter toutes les fonctionnalités de votre service, ça ne marche pas. En général, tout ce qui est mettre des tirets aussi de tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Mettre trop d'appels à l'action, ça ne marche pas. Un message, pour moi, c'est un appel à l'action. Donc, un appel à l'action, ça peut être Mmh. cliquer sur un lien, me répondre, booker un truc sur mon Calendly, mais on ne va pas mettre ah, je vous mets notre dernière étude de cas, je vous mets mon e-book, vous avez aussi mon Calendly, mon email, mon numéro de téléphone, mon Twitter, ça, La ça marche personne ne pas. sait plus où C'est cliquer. ça, là, c'est plus où cliquer. Donc, ça fonctionne assez mal. Et après, vous avez des petits hacks ultimes. Je vous en donne un qui marche vraiment bien. Euh, Moi, quand je partage du contenu, donc j'aime bien faire des campagnes justement où je vais partager un e-book ou un article. Et donc, je vais faire une approche en disant, par exemple, ah, salut Jérémy, je viens juste de sortir, j'ai vu que c'était une agence et je viens juste de sortir un article sur les 5 meilleures stratégies qu'utilisent les agences pour faire la prospection LinkedIn. Je te le mets là. Et en fait, je ne mets pas le lien et je mets un follow-up avec 0 jour de décalage qui, du coup, s'envoie quelques heures après. Et je fais, ah, désolé, j'ai oublié le lien, tiens, je te le mets ici. Et ça donne l'impression que j'ai vraiment oublié le lien et ça marche. Ça marche vraiment super bien et ça augmente significativement les taux de réponse. Et donc, vous avez des petits hacks comme ça, des fois, à imaginer qui peuvent vous permettre d'augmenter significativement les taux de réponse. On a aussi une fonctionnalité qu'on est en train de développer, qui sortira, je pense, dans la première partie de l'année 2023. Vous pourrez diviser les messages. Donc, au lieu d'envoyer un gros message à chaque fois, qui est quelque chose de très automatisé, vous pourrez envoyer le message en plusieurs fois et donc il s'affichera séparé comme un chat dans la messagerie. Et l'idée sera par exemple de faire salut Jérémy, puis il y aura le petite animation typing. J'ai vu que tu étais une agence, puis tu pourras faire des fautes d'orthographe, les corriger dans le message suivant. Donc, il y aura des petits hacks comme ça pour avoir l'impression d'être moins automatisé. Je sais pas si t'en as toi ou t'en Top, ça. utilises. C'est top. Moi, ce que j'utilise principalement, c'est, moi, moi, j'aime bien l'approche, simple. Donc je vais directement, comme je te disais, parler à la personne, mais c'est vrai que c'est rigolo et c'est bien fourbe comme approche, donc j'aime bien. Ce que je fais pas mal, moi, que je me donne comme règle, c'est surtout de rester court, clair et concis dans les messages et de penser que les personnes qui vont lire les messages, déjà, elles ont rien demandé pour être démarchées. Elles sont, soit dans les transports en commun, soit aux toilettes, soit entre 2 rendez-vous. Mm. Donc
il faut vraiment capter l'attention de la personne, montrer la valeur ajoutée d'avoir une réponse et derrière, pas oublier de mettre un petit appel à l'action, une question ouverte pour, pousser la personne à répondre et comprendre qu'il y a de l'intérêt. C'est vraiment sur ça, en fait, moi, que je me concentre, mais il faudra que j'essaye ce petit hack de dire: «Ah bah, j'ai oublié le lien» ou, «Ah désolé pour la faute d'orthographe» ou ce genre de choses-là. J'aimerais bien presque un jour faire une fonctionnalité tu peux faire exprès de faire une faute sur le prénom et la corriger derrière, mais automatiquement, mais on n'y est pas encore. Après là, on est vraiment sur plein de petits détails qui sont sympas à mettre en place, heu, mais moi je pars souvent du principe que si le message il est bien rédigé, si on a bien fait le ciblage, on a un produit qui intéresse, et qu'on on vient apporter de la valeur aux personnes, derrière, il va y avoir du business, il va y avoir des réponses et même s et parfois on peut même faire comme s'il n'y avait pas eu comment dire? D'automatisation et parfois je Mm. reçois des messages qui n'ont pas été automatisés, mais qui ont l'air d'être des messages automatisés. Des personnes qui font Mm. des copier-coller entre chaque personne, en fait, font pas de l'automatisation, mais font des copier-coller. C'est pire que faire de l'automatisation bien faite. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un bon exercice dans la question. Je crois que c'était Fatoumata qui demandait justement comment on fait pour personnaliser pour que la personne ne se rende pas compte que c'est automatique. Un bon exercice, c'est d'envoyer des messages à la main et de regarder les messages que vous écrivez en vous disant, OK, je prends un profil et je vais lui envoyer mon message de prospection que je vais écrire juste pour cette personne et je vais essayer de le faire en sorte qu'il n'ait pas du tout l'air automatisé. Et en fait, vous faites cet exercice sur une dizaine de profils et vous allez vous rendre compte que vous utilisez des mécaniques spécifiques à chaque fois. Et si vous arrivez à trouver les patterns qui font que ces messages n'ont pas l'air automatisés, derrière, vous pouvez réutiliser ça dans vos campagnes et vous allez avoir des messages qui sont beaucoup plus proches de ce que vous auriez envoyé si ce n'était pas automatisé. Ça, c'est un vrai exercice qui marche bien. Et pareil, quand vous faites des trucs à la main, vous êtes obligé de vous demander, OK, comment je fais pour que ça n'ait pas l'air automatisé? Et donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur LinkedIn, parce qu'il y a tellement d'automatisation que si vous voulez que les gens vous répondent, même quand vous les contactez à la main, il y a un exercice de dire, OK, il faut que mon message ait l'air le plus personnalisé possible. Et donc, c'est là souvent que sauter de la ponctuation, enlever des majuscules, ce genre de choses qui vont être des messages moins cordiaux pour avoir l'air plus d'avoir été envoyé depuis mon téléphone dans mon train et du coup d'avoir l'air beaucoup plus envoyé sur l'instant, quoi. Mmh. C'est bien, il y a Euh, pas mal de questions, hein. ouais, il y a pas mal de questions. Est-ce que tu veux qu'on aborde un peu la partie contenu et ads avant qu'on réponde aux questions Ouais, ou on fait le tour des questions qui sont essentiellement liées à la prospection? comme tu veux, hein. Tu peux jeter une pièce, faire un pile ou face et décider ou prendre les Ouais, je devants. pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu les questions de prospection, comme ça on va rester dans la même thématique. Ceux qui sont Mmh. encore là pour ça, comme ça ils ont leur réponse. Et dans la foulée, ceux qui veulent avoir un peu des stratégies qui sont assez complémentaires alors, via la publication LinkedIn et des campagnes de ads, comme ça ils pourront aussi rester pour ça. Je vais essayer de prendre un petit peu les questions qu'on a eues. Donc, est-ce que ça fonctionne avec Recruteur? Oui, ça fonctionne avec Recruteur. Pareil, vous pouvez importer un fichier d'URL LinkedIn dans Walaxy pour récupérer des profils. Et sinon, vous avez une option aussi sur… ah non, ils l'ont enlevé. Vous ne pouvez plus le faire maintenant. Mais si vous importez des contacts sur votre Gmail, ensuite, vous pouvez synchroniser avec votre LinkedIn et récupérer les LinkedIn des gens qui sont associés à cet email-là. Ça peut être une occasion de construire un réseau aussi qui correspond aux gens que vous avez déjà dans votre carnet d'adresses. Donc, c'est une technique qui fonctionne assez bien. Là, on a des questions sur le contenu. J'essaie de revoir un peu. N'hésite pas aussi si tu as des questions qui te paraissent pertinentes. Ouais, non, je sais pas si tu as traité, mettre une approche avec une note ou une approche sans note. Il faut tester, tout simplement. Ouais. Nous, on a en général, les approches sans note, je trouve qu'il y a des meilleurs taux d'acceptation, Ouais. mais j'ai des personnes qui, enfin, sur certaines cibles, non, c'est le contraire. Donc parfois sur des niveaux hiérarchiques, par exemple un peu plus élevés, avoir une note qui est pertinente Ouais. dans le message, enfin d'avoir un message intégré à la note, ça permet d'avoir des meilleurs taux d'acceptation que juste envoyer une demande de connexion. Puisque les personnes ont des gros réseaux, veulent, comprendre qui va les ajouter. Donc parfois Mm. sur des niveaux hiérarchiques, un peu plus élevés que, le manager, directeur, responsable, donc souvent des CEO, ça peut être intéressant de tester des approches avec des notes de connexion. Ça, c'était Ouais. pour une des réponses que j'ai vues. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Nous, statistiquement, on a montré que dans notre base, on avait 10% d'acceptation en plus quand on mettait pas de notes.
mais c'est une statistique qui n'est pas forcément pertinente au sens où ça ne donne pas les taux de réponse. C'est-à-dire que la note donne du contexte, donc vous avez beaucoup plus de chances. La personne, elle sait déjà ce que vous allez lui demander, donc vous avez plus de chances qu'elle réponde derrière. Parce que si elle vous a accepté, c'est que votre invitation elle a du sens pour elle. Donc déjà, potentiellement, un taux d'acceptation plus élevé vous donne des taux de réponse moins bons derrière, donc c'est pas forcément intéressant d'avoir un taux d'acceptation élevé, sauf si juste votre but, c'est d'augmenter votre réseau LinkedIn, mais c'est une stratégie qui est vraiment challengeable. Et le deuxième point, c'est que une note, comme tu dis, qui soit bien faite, va donner des meilleurs taux d'acceptation que sans note parce qu'elle va donner un contexte et donc la personne, elle va comprendre pourquoi vous la contactez. Et donc, si ça a du sens pour elle, elle va vous accepter plus facilement. Donc, je te rejoins complètement sur ton analyse. Et on revient sur faut tester en fait, hein. Que ce soit Ouais, les cibles, les messages, les approches, il faut tester et après analyser les retours pour prendre la décision. totalement. Je reprends un peu les questions. On a traité pas mal de questions finalement Ouais, sur scraper les profils qui sont abonnés à une page LinkedIn, par exemple. En fait, il y a les plein hacks, de. etc. C'est des petits hacks qui sont possibles avec le Sales Navigator souvent. Il faut se mettre employé de l'entreprise Faut et créer un nouveau compte. ensuite aller filtrer les personnes qui sont abonnées à son entreprise et Ouais. ensuite aller les scraper. Après, si vous faites ça 15 fois, il y a un moment où je crois En qu'il y a fait, des aujourd'hui, risques. LinkedIn, il a bloqué. Donc, si on veut traiter cette problématique particulière, vous pouvez récupérer les abonnés de l'entreprise où vous travaillez déjà si vous avez ces navigateurs. Par contre, si vous voulez récupérer des profils d'une entreprise concurrente, par exemple, donc les gens qui suivent la page d'un concurrent, vous allez devoir créer un nouveau compte LinkedIn, le faire travailler directement dans cette entreprise, prendre le 16 Navigator avec l'essai gratuit, et derrière, là, vous allez pouvoir récupérer les profils. Donc, c'est assez technique à faire, ça se fait, hein. C'est une bonne stratégie, ça dépend ce que vous faites aussi. Je vous conseille, si vous allez contacter les abonnés d'une page, d'avoir une approche plutôt d'apport de valeur en partageant un article qualitatif sur une thématique. Et aussi, si vous ne voulez pas vous embrouiller avec vos concurrents, parce que ça peut être assez mal vu du concurrent si vous avez une approche très commerciale en disant j'ai vu que tu suis la page de telle personne, nous aussi on vend ça, on est meilleur, et on discute. Je regarde un petit peu, donc je prends les questions qui arrivent, hein, mais j'ai changé Ouais, mon. l'invitation en attente, éviter d'en laisser trop en attente. Moi, ce que j'aime bien, c'est supprimer celles qui ont plus de 21 jours. Ouais, moi C'est aussi. ce qu'on fait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on supprime celles qui ont plus de 21 jours. On aime bien qu'il n'y en ait pas plus de, enfin, maximum 1 500 en attente. Je ne sais pas si c'est des bonnes pratiques de votre côté, Ouais, si ouais, on c'est ça. peut plus. Ouais, c'est ça. J'ai changé de boîte et mon réseau LinkedIn ne correspond plus à mes nouvelles cibles. C'est assez difficile de supprimer des profils. En tout cas, Walaxy ne permet pas de supprimer des relations. Maintenant, vos relations ont assez peu d'impact. En fait, il y a assez peu de raisons de supprimer des relations, au sens où même vos publications, si elles sont dans un autre secteur, en fait, LinkedIn accorde assez peu d'importance aux gens qui sont dans votre réseau et il va plus regarder sur les gens qui interagissent avec votre contenu et montrer à des profils similaires. Donc, en fait, si vous changez d'industrie, je passe, j'en sais rien, du logiciel à l'industrie, je sais pas, je lance une boîte dans l'écologie. Tous les gens qui me suivaient dans le logiciel, quand je vais commencer à publier sur l'écologie, ils vont plus interagir avec mon contenu. Et les quelques personnes qui s'intéressent à l'écologie dans mon réseau, ils vont interagir. Et en fait, LinkedIn va dire, ah, bah, son contenu, il intéresse les gens dans l'écologie. Et donc, rapidement, il va montrer mon contenu quasiment que à des gens qui sont dans l'écologie. C'est un peu cliché, et beaucoup moins aux gens qui sont dans mon réseau, qui sont dans le logiciel. Et donc, c'est pas forcément pertinent d'aller nettoyer son réseau, sauf si vous avez atteint la limite des 30 000 relations. Combien de temps Je consacrez-vous rejoins. à la prospection par jour? C'est une bonne question. Moi, ma recommandation, ce serait de s'occuper de ces campagnes au moins 1 heure à 2 heures par semaine, au sens d'aller regarder ce qui se passe, de mettre des nouveaux prospects, de nettoyer ses listes, de trouver des nouvelles personnes, d'affiner ses messages, etc. Et après, une dizaine de minutes par jour pour répondre aux personnes qui vous répondent. Je pense que c'est important de répondre assez vite quand vous avez des gens qui sont intéressés. Tu, Mm. tu, tu as été aligné avec ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qui est le plus important, c'est ouais, d'aller analyser les retours et derrière d'aller répondre aux personnes régulièrement. Hem, voilà. Après, il y a des personnes qui passent plus de temps que d'autres, mais après avec le temps, plus vous allez bosser sur LinkedIn, plus ça va être rapide, hein. Plus ça va être le même genre de réponse. Si vous êtes sur le même business, c'est à chaque fois les mêmes réponses qui reviennent donc il y a un moment où tout devient beaucoup plus rapide.
Hmm. Une question qui a été posée plusieurs fois sur comment trouver des clients si je fais un organisme de formation. Alors, on va pas pouvoir forcément traiter les demandes de chaque cible et chaque cas dans l'audience aujourd'hui, mais ça nous permet de partager potentiellement un petit hack, entre guillemets. Un truc qui marche assez bien, c'est d'aller récupérer les personnes qui commandent des posts sur des thématiques particulières. Euh, en l'occurrence, dans l'industrie donc des formations, j'imagine que vous pouvez avoir des gens qui ont commenté des posts pour avoir un PDF sur un sujet précis. Et donc, si vous vendez une formation dans ce domaine-là, ça peut être intéressant d'envoyer l'info aux gens. Je prends un exemple tout bête, mais admettons que Jérémy, demain, il fait un post LinkedIn et il dit là, j'ai sorti les 10 meilleures stratégies qui ont marché avec nos clients en 2022. Commente pour recevoir mon PDF. Ah bah super, du coup, c'est des gens qui s'intéressent à monter en compétence sur la prospection LinkedIn. Donc peut-être que toi, si tu vends une formation sur le marketing ou la vente ou ce genre de choses, tu vas pouvoir aller récupérer les gens qui ont commenté le post de Jérémy en disant, ah, j'ai vu que vous avez commenté un post sur le sujet de la prospection LinkedIn. Ça tombe bien, on a une formation en cours qui est finançable par votre CPF et qui vous permet de monter en compétence sur le sujet de la vente en digital, ce genre de choses. Et ça va être assez pertinent et vous avez des bons taux de conversion sur cette technique-là qu'il faut savoir manier et qui vont être souvent sur des volumes assez limités, hein. Vous allez contacter 30, 50, 100 personnes, rarement plus d'un seul coup. Donc, ça prend un peu de temps, c'est un peu un travail de fourmi d'aller trouver les postes. Par contre, les taux de conversion sont vraiment très intéressants. C'est d'autres manières de cibler. On a aussi, qu'on utilise, on a le ciblage sur des personnes qui font partie d'un même groupe, des ciblages de personnes qui participent à un événement. Si vous avez un Ouais. concurrent qui organise un événement sur LinkedIn, sur un sujet qui a un rapport avec vos formations, tout simplement, allez sur l'événement et vous avez la possibilité d'aller en vous inscrivant à l'événement, vous avez la possibilité d'accéder à Ouais. la liste des personnes qui participent et de les contacter. Pareil avec les groupes, vous accédez à un groupe et derrière, vous avez accès aux personnes qui font partie de ce groupe. Ça, c'est d'autres manières de cibler que seulement avec le poste, la fonction de la Ouais, personne. ça marche super bien. Moi, j'aime bien, je l'appelle ça le ciblage plus comportemental. C'est qu'au lieu de cibler vos prospects sur ce qu'ils ont rempli dans leur profil, vous ciblez les prospects sur ce qu'ils font. Et donc, souvent, ça vous donne d'autres informations. Et typiquement, sur le sujet de la formation, c'est un bon exemple. Effectivement, c'est très difficile de savoir sur son profil si c'est quelqu'un qui cherche à être formé. Alors que s'il a rejoint un événement sur une thématique précise, ça va être l'occasion de lui pousser une formation dans la même thématique. Donc, je te rejoins parfaitement. Tout ce qui est événement, groupe et poste. Ça marche vraiment, vraiment très bien quand vous n'avez pas la possibilité de savoir exactement quel est le métier des gens. Pareil, si vous cherchez des gens qui sont dans le e-commerce, les gens ne mettent pas «je suis dans le e-commerce» sur LinkedIn, mais s'ils sont dans un groupe les meilleures pratiques du e-commerce, vous allez pouvoir récupérer ces profils-là. Mmh. Ce qui est rigolo aussi, moi, ce que je trouve ça, assez rigolo, c'est d'aller voir les relations, les abonnés d'une personne et aller toucher, Ouais. ses abonnés. Je le fais pour pas mal pour certains de mes clients, où on identifie des comptes, qui sont, de la concurrence ou de personnes qui sont intéressantes, qui ont un réseau qui peut être intéressant. Quand les réseaux ont pas été cachés, où, on va, tout simplement aller prendre les relations des personnes pour les contacter. Après on les trie bien sûr, mais ça peut être intéressant de faire ça. Ou tout simplement d'aller voir les personnes qui sont abonnées d'une personne. Et ça Mm. même avec le LinkedIn classique sur les recherches, vous pouvez trouver des personnes qui sont abonnées à, une personne qui peut être un créateur ou une personne que vous connaissez sur LinkedIn. Complètement, ça marche super bien. Euh, comment éviter les coachs, cabines de recrutement quand je cherche des RH? On revient au sujet de l'utilisation des notes, donc d'exclure des typologies de profils. C'est pas toujours facile et souvent il y a un petit retrait à la main à faire pour identifier les profils qui sont pas les bons. Petit aparté, mais on essaiera de vous mettre dans le mail avec le replay. On a des articles sur toutes les thématiques qu'on a abordées. On essaiera de vous pousser des articles sur comment utiliser les opérateurs booléens, comment avoir le sales navigateur gratuitement et comment aller chercher des profils dans les groupes ou les événements aussi et pouvoir les contacter. Comme ça, vous aurez des contenus un peu à tête reposée que vous pourrez manger et utiliser derrière dans vos stratégies. Ce sera un peu plus concret pour vous. Je crois qu'on a traité pas mal de questions sur la partie prospection. Euh, la nationalité était le dispo sur le CSNAV. Sur le CSNAV, vous avez la localisation et la langue du profil, mais vous n'aurez pas la nationalité et les gens ne saisissent pas leur nationalité sur LinkedIn.
Non, mais par exemple, c'est ça, hein, c'est, en général, par exemple, des Français, qui vivent, je prends mon exemple, au Portugal, bah, tu regardes, bon, tu peux regarder, des personnes qui, en localisation ont Portugal Ouais, et en langue de profil ont français. ouais, Normalement, sauf s'ils n'ont pas changé leur localisation, tu devrais réussir à les trouver. complètement. Je propose qu'on aborde rapidement le contenu pendant une dizaine de minutes sur peut-être tes recommandations sur le contenu LinkedIn. Euh, Mmh. Peut-être deux, trois tips. Alors, en gros, pour faire un petit panorama pour les personnes qui sont un peu, nouvelles avec LinkedIn, il y a vraiment 2 axes. Il y a la page entreprise et la page perso. Là, on est en train de travailler, enfin, on est en train de parler principalement de la page personnelle puisqu'il y a plein de choses à faire, et on a parlé du premier axe qui était la prospection, donc aborder des personnes sur LinkedIn, aller toquer à la porte. Et la deuxième chose, c'est tout simplement, bah, de publier pour, toucher les personnes qui sont abonnées, qui font partie de son réseau et les toucher indirectement. L'approche avec la prospection, c'est on toque à la porte. L'approche avec la publication qu'on va aborder maintenant, c'est bah, d'apparaître indirectement sur le fil d'actualité des personnes. Et ça, la publication, nous, on en fait pour nous, pour notre business, on essaie d'en faire au maximum. Pourquoi? Parce que ça permet de rester en top of mind, donc dans le coin de la tête des prospects qu'on a. Même si les personnes ne veulent pas travailler avec nous actuellement, il y a un moment où elles vont se dire: «Ah bah, top, je vais contacter Jérémy parce que je me rappelle qu'il accompagne une entreprise sur LinkedIn». Donc ça nous permet ça déjà en premier temps. Et dans un deuxième temps, ça nous permet aussi, sur des publications qui vont faire, des bons retours en visibilité, de toucher des personnes qui sont hors de notre réseau et derrière, d'aller toucher, des personnes qu'on n'aurait pas touchées ou pensées et qui vont venir vers nous, directement pour répondre à une question et derrière, on essaie de les embarquer, vers des prestations. Ce qui est important quand je dis embarquer dans des prestations, c'est que nous, on a une approche, on essaie toujours d'aider les personnes, montrer la valeur ajoutée qu'on a si on les aide et après, si elles veulent continuer de leur côté, elles continuent. Si elles veulent bosser avec nous et qu'elles comprennent, qu'on a une valeur ajoutée et si on a une valeur ajoutée, on bosse avec elles et c'est un peu ça qu'on essaye de faire avec les publications. C'est, de montrer la valeur ajoutée qu'on a avec certaines publications techniques et parfois, on a une approche qui est complètement différente, où on veut de la visibilité au maximum, où on va parler d'un sujet, assez large, comme, un sondage sur, combien de café vous buvez par jour, où, tout le monde va répondre, mais, une bonne partie des personnes s'en Mm. fout. Ou, par exemple, des sujets un peu plus larges comme l'entrepreneuriat, où on va aller faire des publications sur mon profil, sur l'entrepreneuriat, sur la vie en entreprise, sur des sujets beaucoup plus larges, on va toucher du monde. Donc on mixe un peu tous les contenus pour toucher, le maximum de personnes et varier entre qualité et quantité, dans les contenus. Et ça, c'est la stratégie de contenu qu'on fait pour nous et on fait la même chose aussi pour certains, clients qu'on accompagne. On va varier, les contenus et on va les, publier pour eux. Je rejoins sur effectivement l'apport de valeur, qui est un biais de psychologie qui marche très bien en marketing, qui est le principe d'autorité, et qui dit qu'on a plus confiance dans une personne qui est experte ou qui a l'air de l'être. Et donc, en partageant ce que vous savez sur LinkedIn, vous allez avoir des gens qui vont voir vos contenus. Il faut savoir aussi que si vous avez discuté avec des gens par message, ils ont plus de chances de voir vos contenus parce que LinkedIn se dit, ah, vous avez interagi ensemble, ou peut-être que vous avez des connexions, vous avez des intérêts communs. Et donc, même un prospect qui vous dit non, avec qui vous avez une discussion et qui n'est pas intéressé par votre service en discussion, il a de fortes chances de voir votre contenu derrière. Et donc, vous allez vraiment ce qu'on appelle le nurturer, le nourrir, c'est-à-dire lui donner un peu d'infos régulièrement sur ce que vous savez, lui apporter de la valeur. Et moi, j'ai souvent vu des personnes qui me disent non à la première approche de prospection. Et dans 2 mois après, 3 mois après, elles ont vu les contenus et elles finissent par revenir en disant ah, j'ai testé votre outil ou ah, finalement, ça m'intéresse. Et donc, c'est vraiment cette idée de rester top of mind sur ces contenus à valeur ajoutée. Et après, comme tu dis, d'aller chercher plutôt de la preuve sociale, donc d'aller chercher la notoriété en créant des contenus qui sont plus généralistes et qui vont avoir vocation de toucher plus de monde en se disant que parmi ce plus de monde, on a peut-être quelques personnes qui vont être intéressées par voir le prochain post qui est spécifique
spécifiques à notre activité. Et donc, on va faire descendre l'audience dans un funnel, finalement, comme un funnel de vente, où on va avoir du contenu très généraliste qu'on appelle top of funnel, où les personnes vont voir des contenus un peu sur notre vie, notre parcours d'entrepreneur, etc. Puis, ils vont descendre à un truc où on partage des bonnes pratiques en marketing. Puis, derrière, vont avoir un contenu spécifique sur comment faire le meilleur message de prospection, par exemple. Et sur la fréquence de publication, ce qui compte, c'est la régularité et ce n'est pas la fréquence pour moi, au sens où ce qui est important, ce n'est pas de publier 3 fois par semaine, c'est de publier sur une durée infinie. C'est-à-dire que vous ne devez jamais vous arrêter de publier et vous devez garder votre même fréquence. Donc, si vous êtes capable de faire 10 posts par semaine, moi, je publie entre 10 et 15 posts par semaine, faites-le. Si vous êtes capable de faire que un post par semaine, faites que un post par semaine. L'important, c'est que vous soyez capable de maintenir un post par semaine sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va vraiment être ça qui va être important. Et sur les formats, il n'y a pas de format à suivre. C'est pareil, il faut tester, ça va dépendre de votre audience. Il faut varier les formats, post long, post court, vidéo, PDF, images, mixer le tout et adapter le ton à votre audience et à qui vous êtes. Je me permets aussi du coup de faire la différence entre les contenus que vous allez publier sur une page personnelle et sur une page d'entreprise. La page d'entreprise, vous êtes plutôt sur un contenu qui a vocation à être vitrine, c'est-à-dire vous avez des gens qui arrivent sur votre page d'entreprise et qui vont voir ces contenus-là. Mais souvent, c'est des gens qui arrivent par là parce que l'algorithme pousse très peu les pages LinkedIn, parce qu'il a plutôt envie que les pages LinkedIn, elles payent pour être visibles. Donc, il va peu pousser ça. Et parce qu'on est sur un réseau social et donc les gens veulent voir des humains, pas des logos, et vont attacher beaucoup plus de mettre beaucoup plus d'engagement et d'intérêt sur des profils qui sont des profils d'humains, en fait, même s'il y a toujours des contre-exemples. Et donc, on va publier sur une page d'entreprise plutôt des contenus un peu corporate sur les actualités de la boîte, ce qu'on fait, etc. Et sur un profil perso, on va pouvoir partager des choses plus personnelles, notre expertise, nos connaissances, en sachant que les contenus peuvent être aussi dupliqués sur les deux, ça ne pose pas trop de problèmes. Tu voulais ajouter des choses sur la partie contenu, toi? Ouais, sur la publication, effectivement, je suis d'accord. Quand les personnes me demandent combien de fois publier par semaine, quel est l'idéal, bon, bah, je vais leur dire publier tout le temps, quoi, tout simplement. C'est l'idéal si vous arrivez à le faire. Après, il faut que ça soit il faut vraiment que ça soit une décision qui soit pertinente. Par exemple, pour toi, ton business, c'est effectivement mieux vaut publier au maximum sur LinkedIn, puisque Galaxy, c'est LinkedIn. Moi aussi, idéalement, il faudrait que je publie tous les jours. Après, moi, j'ai du mal, par exemple, avec mon exemple, à les publier tous les jours par manque de temps et sûrement d'organisation et enfin de priorité, en fait. Et en fait, moi, j'ai juste tout simplement ma stratégie, en fait, c'est de rapporter du business, en fait. Et mon business, il vient principalement de la prospection, plus actuellement que les stratégies de publication. Donc, tout simplement, je mets plus de temps à gérer mes campagnes de prospection qu'à penser au prochain post que je vais faire. Ça, c'est pour mon cas. Après, j'ai certains clients où la prospection, c'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est la notoriété et aller publier régulièrement. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas faire de prospection, ou quasiment très peu, mais on va publier régulièrement pour ces personnes. Donc après, encore une fois, il faut voir avec votre business et voir ce qui est pertinent. Est-ce que c'est et qu'est-ce qui marche pour vous? Idéalement, testez tout, faites un mix de tout et voyez ce qui fonctionne le mieux. Et derrière, idéalement, postez tous les jours, mais Sûr. il va falloir que ce soit mis dans les priorités. C'est ça. Et déjà, une fois par semaine, puis je vous conseille plutôt de démarrer petit et de tenir la longueur, d'avoir de l'avance pour les semaines où vous n'avez pas le temps et de dire j'ai 2, 3, 4, 5, moi j'ai toujours une trentaine, une cinquantaine de postes d'avance. Et je sais que si une semaine je suis dans le rush, en fait, j'ai quoi tout programmé sur ma publication, enfin sur mon LinkedIn. Et d'ailleurs, du coup, quelqu'un qui demande sur les outils, il y a pas mal d'outils. Moi, j'en ai découvert un la semaine dernière et je suis passé dessus. Je trouve ça vraiment puissant. C'est un outil qui s'appelle Taplio, donc Taplio. Je vous le mets en message. Et en fait, c'est un outil qui vous permet de faire de la publication, mais pas que. Vous avez aussi la possibilité de faire de la veille.
Alors aujourd'hui, le contenu est en anglais, mais il y a un vrai intérêt, c'est qu'ils vont aller vous mettez des thématiques et ils vont aller vous chercher des posts qui ont super bien marché sur la thématique, en l'occurrence en anglais. Et donc, c'est une super opportunité pour nous en France, et du coup, vous pouvez récupérer des contenus en anglais qui ont bien marché, les adapter à votre truc et en faire des contenus en français. Et donc, vous avez une source d'inspiration. Vous prenez des contenus voilà, qui ont bien marché en anglais sur votre thématique, vous les mettez à votre sauce en français, et d'un seul coup, comme ça, vous avez une nouvelle idée de post, un nouveau contenu que vous pouvez publier assez facilement. Euh, je ne vous conseille pas de faire des posts entièrement générés par l'IA. Ça peut aider. Aujourd'hui, la qualité de la rédaction des posts par l'IA est souvent un peu moins bonne que l'humain. Par contre, ça peut être une bonne occasion de transformer un post en un autre post, de trouver de l'inspiration. Et donc, effectivement, cet outil il se base aussi sur l'IA et vous aide à refaire des posts avec l'IA. Donc, l'IA, c'est comme les outils d'automatisation, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi et ça peut vous aider. Ça ne peut pas remplacer encore l'humain entièrement. Et regarder tout simplement ce qui se passe sur la plateforme, où est-ce que votre réseau va liker et commenter. Et si vous voyez il y a un post qui fonctionne bien, un commentaire qui a reçu beaucoup de likes ou de réponses, bah, reprenez ça pour un sujet. Et dupliquer au maximum votre contenu et réutiliser votre contenu. Quand vous êtes, par exemple, si vous postez une fois par semaine, et même si vous postez une fois tous les jours, dans un mois, il n'y a personne qui va se rappeler ce que vous avez fait cette semaine. Donc, vous pouvez réutiliser du contenu. En tout cas, sur certains contenus, vous pouvez réutiliser, reformuler un peu et réutiliser ce contenu à l'infini. C'est même indispensable au sens où vous voulez, quand vous créez du contenu, quand vous associe à un certain nombre de choses. Et donc, plus vous allez répéter les mêmes choses sous différents formats, plus les gens vont dire, ah oui, cette personne, c'est ça. Et vous voulez, dans votre domaine, que l'audience vous associe tout de suite à une phrase, à une valeur, à un élément clé. Et donc, si vous vous répétez régulièrement, vous allez devenir la personne qui, ah oui, c'est ça. Et donc, le jour où ils auront besoin de vos services, ah bah oui, c'est lui, c'est cette personne. Donc, forcément, ça va venir tout de suite à l'esprit et donc vous aurez beaucoup plus de facilité à convertir derrière. Je ne sais pas si on aura trop le temps de s'étaler sur la partie ads. Un autre truc que je voulais dire sur la partie contenu qui est vraiment importante et qui reste dans cette thématique aujourd'hui du nurturing, c'est la notion d'interaction. Quand on publie du contenu, au début, vous allez avoir très peu de gens qui commandent vos posts parce qu'en fait, tout le monde s'en fout de ce que vous racontez au début. Il faut un peu de temps pour gagner de la notoriété. Et aujourd'hui, le Graal sur les réseaux sociaux, c'est d'aller liker et commenter parce que c'est ça qui pousse les vues. Et donc, vous avez aussi la possibilité d'aller commenter les posts des autres. Ça a un gros impact et sur vos portées à vos publications, la portée de vos publications, mais aussi sur la visibilité de vos commentaires. Et vous allez pouvoir aussi interagir sur des contenus potentiellement de vos prospects. Et donc, si vous allez liker, commenter des contenus de vos prospects, ils vont se souvenir de vous parce que vous avez commenté leur contenu. Et donc, ils vont aussi avoir un principe qu'on appelle le principe de réciprocité et qui dit qu'on est plus à même de donner quelque chose en retour si on nous a donné quelque chose. Et donc, si vous mettez des commentaires à des prospects ou à d'autres créateurs de contenu, il y a plus de chances qu'en retour, ils viennent s'intéresser à ce que vous faites ou commenter vos propres contenus. Donc, c'est assez important. Moi, je conseille de commenter une dizaine de posts par jour si possible. Il n'y a pas besoin de mettre des commentaires à rallonge, hein, juste un super post, merci pour le partage et taguer l'auteur, ça marche très bien. Et ça va vous permettre aussi de nourrir votre algorithme et d'avoir un fil d'actualité qui correspond plus à ce que vous voulez. C'est ça, c'est un réseau social. Donc, si vous arrivez à vous engager au maximum avec votre réseau, derrière, vous aurez le retour et vos publications seront plus lues, plus commentées, plus aimées. C'est ça. Un très rapide tour sur le ads et je pense qu'on pourra s'arrêter là. Quelles sont tes grandes pratiques sur la publicité LinkedIn? Alors, on a on va passer très vite sur le Ouais. sujet effectivement. En gros, comme je disais avant, il y a vraiment 2 axes sur LinkedIn, page perso, page pro. Nous, on travaille sur tous les axes, mais rédaction de publication, prospection, publication sur la page entreprise. Mais l'axe ads, c'est souvent un axe qu'on n'emmène pas tout le monde. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, c'est super simple de lancer une campagne, mais c'est aussi super simple de perdre plein d'argent. Ça nous arrive de faire des audits pour des boîtes qui ont lancé des campagnes et qui se retrouvent avec des dizaines de milliers d'euros dépensés pour 0 résultat. Donc, déjà, la première chose que je conseille, c'est lancez-vous sur des publicités si vraiment vous maîtrisez la chose. C'est plus cher que des réseaux comme Facebook, Instagram. C'est facile de s'y lancer, mais derrière, c'est facile de perdre de l'argent.
Maintenant que j'ai un peu refroidi un peu toutes les personnes qui voulaient se lancer sur ça, je trouve que c'est quelque chose qui est génial à utiliser au niveau des publicités. Pourquoi? Parce que vous pouvez toucher plein de personnes en quelques jours. Alors qu'avec la prospection ou avec les publications, vous allez contacter quelques dizaines, centaines, milliers de personnes par mois. Là, avec une publicité sur LinkedIn, vous mettez le budget, vous touchez vos 50 000 prospects en quelques jours. Il faut juste mettre le budget. Donc, si vous avez le budget et que derrière, vous avez bien défini tout ce qui est ciblage, proposition de valeur, quel est le problème de vos clients, enfin toute la stratégie, effectivement, c'est pertinent d'aller sur de la publicité. Parce qu'on n'a pas énormément de temps non plus, mais pour aller vite dans des petits hacks que j'aime bien faire, justement pour être sûr que la cible sur LinkedIn, l'approche sur LinkedIn est la bonne auprès de prospects, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire différents tests sur Wallaxy. Ensuite, on regarde les retours. S'il y a une recherche qui fonctionne bien, un ciblage qui fonctionne bien, une approche qui fonctionne bien, on la met sur de la publicité LinkedIn. Donc, ça nous permet déjà de filtrer certains ciblages, certaines cibles pour derrière perdre un peu moins d'argent quand on va aller lancer une publicité sur la page entreprise. Donc, ça, c'est un petit hack que j'aime bien faire. On valide avec Wallaxy et derrière, on balance sur LinkedIn pour être sûr de ne pas trop dépenser sur les sites qui ne fonctionnent pas. D'autres hacks sur le ciblage, j'aime bien travailler avec des fichiers, soit avec des fichiers CSV de nos clients. Vous pouvez importer des bases de données sur LinkedIn, soit en faisant un targeting comme on fait sur Sales Navigator, soit en faisant du retargeting de personnes qui ont vu du contenu précédemment, comme vous pouvez faire avec Wallaxy, de personnes qui ont liké un de vos posts ou qui ont commenté un de vos posts. Vous pouvez le faire aussi avec de la publicité. Vous pouvez targeter toutes les personnes qui sont allées sur une page de votre site internet, qui ont téléchargé un contenu, qui ont vu une vidéo. Enfin, il y a plein de petites techniques, mais j'ai du mal à comprendre combien de temps on va avoir pour parler de ça ou qu'on a, et si je dois développer tous ces hacks-là. Je suis pas sûr que ce soit. Je pense que ça fait 1 heure et demie qu'on est là. Je pense c'était assez intéressant. Je suis pas sûr que ce soit hyper. Enfin, les gens sont venus beaucoup pour la prospection. Le ads, c'est tellement un sujet à part entière que je pense qu'on pourrait presque en faire un webinaire à part, tellement c'est une thématique à proprement parler. Vous avez pas mal de contenu sur Internet, je pense, pour le LinkedIn Ads. Moi, ce que je retiens aussi sur le LinkedIn Ads, c'est la notion de ticket. À combien vous vendez? Vous êtes en concurrence avec des gens qui, en fait, c'est sur un réseau où vous avez des gens qui ont des forts pouvoirs de décision, donc des pouvoirs d'achat importants. Et donc, vous faites de la compétition en publicité avec des entreprises qui potentiellement vont vendre des choses à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros par an. Et donc, si vous vendez un outil à 500 euros par an, ce qui est notre cas, par exemple, on s'est rendu compte que ce n'était pas rentable pour nous parce que le coût d'acquisition était tellement élevé que on n'était pas rentable parce qu'on était en concurrence avec des boîtes qui pouvaient se permettre des montants beaucoup plus élevés. Donc, ça dépend aussi du ticket que vous vendez. Si vous êtes sur du haut ticket, ça marche bien. Si vous êtes sur du bas ticket, c'est plus intéressant d'utiliser la prospection, je pense. Au niveau du budget minimum, sur Ads, c'est du 10 euros par jour. Donc, c'est le minimum. Avec 10 euros par jour, vous n'allez pas très loin. Nous, en général, on travaille avec des clients qui ont au moins 30, 50 euros par jour au minimum. Donc, ça fait du 900, 1500 euros par mois comme budget publicitaire en budget média. C'est quelque chose qui est bien pour bien débuter. D'ailleurs, on a des clients qui bossent avec du 15, 20 euros par jour, mais les campagnes ont moins de résultats, logiquement. Donc après, le minimum par LinkedIn, c'est du 10 euros par jour. Super. Bah, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour et il n'y a plus trop de questions. Quand notre prochain webinaire, effectivement, ce sera peut-être l'occasion si on veut faire une autre thématique spécifique sur LinkedIn Ads, pourquoi pas remettre ça. Et sinon, bah, écoute, pas d'autres questions qui arrivent. Je pense que c'est la bonne occasion pour clôturer. On n'a pas de backstage sur le Zoom, donc quand je vais quitter le webinaire, ça va terminer. On ne pourra pas discuter derrière. Mais merci à tous d'être restés si longtemps. Il y a encore du monde. Et on vous partage les articles dans le mail que vous recevrez dans les 2-3 jours qui suivent le webinaire avec le replay et un maximum d'articles. Et n'hésitez pas, si vous voulez externaliser cette partie prospection, vous ne sentez pas le faire vous-même, vous pouvez aller trouver Jérémy, Jumanu sur ton LinkedIn ou on pourra mettre peut-être le lien de ton site dans l'email aussi de relance pour que c'est vrai qu'ils veulent vous contacter directement. Ils peuvent le faire. Je l'ai balancé sur le chat, là, dans toutes les personnes qui disent merci, je l'ai balancé. Mais ouais, vous marquez Jérémy Guillaume sur LinkedIn, vous me trouverez. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autres infos.
Et peut-être qu'on se retrouvera pour un webinaire en 2023 sur les ads. Allez, avec grand plaisir. Trop cool. Bah, merci pour ton temps, Jérémy, et merci à tous pour être restés si longtemps. Salut! Salut, ciao.